Vidéo du 18 mars 2024. Chers amis de métropole et outre-mer, parce que vous aussi vous êtes impliqués, j'ai voulu savoir ce que sont les accords de Minsk 1 et 2, à ne pas confondre avec le traité de Minsk du 8 décembre 1991. J'ai trouvé, et ça n'est pas du tout ce que clame Macron. L'origine des faits d'hier l'emporte sur la falsification de la vérité d'aujourd'hui. Celui qui ne connaît pas l'origine d'une affaire est prêt à en accepter les conséquences fabriquées mensongères. L'origine. Faisant logiquement suite à la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989 et la réunification de l'Allemagne en octobre 1990, le traité de Minsk a été signé le 8 décembre 1991 par Boris Eltsine, président de la République socialiste fédérative soviétique de Russie, Stanislav Shchushkevich, c'est pas facile à prononcer, pardon, président du Conseil suprême de la République socialiste soviétique de Biélorussie, et Leonid Kravchuk, tout aussi pas facile, président de la République socialiste soviétique d'Ukraine. Ce traité entérine la dislocation de l'Union soviétique et crée la CEI, la Communauté des États indépendants, Russie, Biélorussie et Ukraine. Un accord secret, récemment déclassifié, révèle que si les USA s'engageaient à ne pas élargir l'OTAN, la mener aux frontières de la Fédération de Russie naissante, celle-ci donnerait son accord pour la réunification de l'Allemagne. Oui, je pense qu'il y a, comme Der Spiegel d'ailleurs l'a révélé, en ressortant des documents qui proviennent des Britanniques, qu'il y avait un accord, je ne suis pas la seule à le dire, qu'il y avait un accord qui avait été passé entre les États-Unis, l'Allemagne, la France et à l'époque la Russie naissante, pour que l'OTAN ne s'élargisse pas et ne réarme pas et n'arme pas par conséquent des pays qui étaient proches de la Russie. Bon. Et donc l'Ukraine devait rester en quelque sorte une forme de pays qui ait une neutralité pour éviter justement qu'il existe des conflits. Oui, je le pensais. Oui, je pense et je pense encore que les sanctions de 2014 ont été d'une efficacité nulle. La Russie a respecté cet accord, pas les Américains. J'ai déjà expliqué minutieusement dans ma vidéo du 27 octobre 2023 que le plan Marshall n'avait été mis en place pour aider à la reconstruction de l'Europe ravagée par 6 années de guerre, soi-disant aussi pour lutter contre la volonté hégémonique d'extension de la doctrine communiste de l'URSS, mais pour étendre sa propre hégémonie impérialiste avec le roi dollar comme fer de lance, systématiquement accompagné par l'installation de ses bases militaires, plus de 800 de par le monde, afin de surveiller, contrôler, le cas échéant sanctionner et protéger ses intérêts dans les pays soumis, dont a fait partie la France, De Gaulle nous en ayant fait sortir en 1966 et que Sarkozy nous a à nouveau intégrés de force en 2007. Vladimir Poutine arrive au pouvoir le 31 décembre 1999 suite à la démission surprise de Boris Eltsine. Il est élu une première fois en mars 2000. Il sait, pour l'accord USA-Russie, la non-extension de l'OTAN aux portes de la Russie. Il est conscient de l'antagonisme qui oppose son pays à l'administration américaine, notamment celle de Biden. Il suit de près la possible intégration de l'Ukraine au sein de l'Union européenne et par voie de conséquence, but sous-jacent, son intégration au sein de l'OTAN. Il sait que les États-Unis vivent très largement au-dessus de leurs moyens, que la valeur fiduciaire du dollar est quasi nulle, que c'est juste le nombre de billets verts imprimés qui, inondant le marché, les maintiennent à flot,
du moins tant qu'il est la monnaie officielle d'échange. Une évidence où je plains par avance le peuple américain. Le jour où la suprématie mondiale du dollar s'éteint, associée à la dissension de certains États, c'est l'Amérique dans son entier qui disparaît avec l'eau du bain, d'où sa volonté expansionniste désespérée par OTAN interposée, donc présence militaire coercitive. Les accords de Minsk maintenant. Les États-Unis ont la main mise sur l'Union européenne. Au congrès de Washington du 7 novembre 2007, Sarkozy faisait réintégrer la France dans l'OTAN. Le 12 décembre 2007, par voie parlementaire, le même Sarkozy faisait voter le texte que les Français avaient rejeté le 29 mai 2005 par voie référendaire, le traité de Lisbonne, la constitution de l'Union européenne. Le bras armé du nouvel ordre mondial, l'OTAN avance à visage couvert. Le président Poutine constate sa progression. L'OTAN n'agit pas directement, utilisant ses laquais européens, principalement von der Leyen, Sarkozy, Hollande, Macron, Merkel, Scholz, tous complices du sioniste nazi Zelensky. Petro Poroshenko est président de l'Ukraine de juin 2014 à mai 2019. Deux régions du sud-est ukrainien, frontalières avec la Fédération de Russie, Luhansk et Donetsk, russophones, connues sous le nom de région orientale du Donbass, créent la République populaire de Luhansk et la République populaire de Donetsk. Ces deux régions se désolidarisent du régime de Kiev, qui réagit brutalement, les bombardant, faisant des milliers de morts parmi la population civile. Un premier accord, appelé Minsk I, est signé le 5 septembre 2014 pour tenter de faire cesser la guerre du Donbass. C'est un échec. Un second protocole, Minsk II, est signé le 11 février 2015. Il n'a pas plus de succès. Lors de la signature de Minsk II, la Russie n'était présente qu'à titre d'observateur, au même titre que l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE. Elle avait obtenu de la France et de l'Allemagne que l'Ukraine n'entrerait pas dans l'Union européenne ni dans l'OTAN. Dès cet instant, à aucun moment, l'Ukrainien Poroshenko n'a voulu respecter ces accords qu'il jugeait inacceptables. Volodymyr Zelensky a été élu le 21 avril 2019. Tout comme son prédécesseur, l'Ukraine servant de zone tampon, il ne rappelle pas à la communauté internationale le traité de 1991 et l'accord de non-extension de l'OTAN jusqu'aux frontières de la Fédération de Russie. Depuis cette date, l'Ukraine n'a cessé de gesticuler sans encourir la moindre sanction sur le caractère génocidaire de ce qu'il faut appeler l'épuration du Donbass. À aucun moment, ni la France de Hollande, ni l'Allemagne de Merkel n'ont obligé l'Ukraine à respecter ces accords, dont beaucoup doutent qu'elles en connaissent même le contenu. Pire, écoutez ce qu'affirmait François Hollande le 8 février 2023, piégé par deux humoristes russes, dont l'un s'est fait passer pour l'ancien président Petro Poroshenko. Cet échange, François Hollande explique que les accords de paix de Minsk, signés en 2015, avaient l'avantage de préserver l'intégrité de l'Ukraine. Puis le faux Poroshenko le relance. Les accords de Minsk nous ont donné un peu de temps pour nous armer. Angela en a récemment parlé. François Hollande répond alors. Oui, elle a eu raison de le dire, parce que c'est nous qui voulions gagner du temps pour permettre à l'Ukraine de se rétablir, de renforcer ses moyens militaires. Sauf que ce « nous » concerne lui et Angela Merkel et non pas l'OTAN. Il est en effet question des accords de Minsk II signés en février 2015 en présence de Hollande, Merkel, Poroshenko et Poutine. Lors de cet échange téléphonique piège, dans lequel il est tombé, Hollande explique que les accords de paix de Minsk II, signés en 2015, avaient l'avantage de préserver l'intégrité de l'Ukraine.
À la réflexion du faux Poroshenko, ces accords nous ont donné un peu de temps pour nous armer. Angela en a récemment parlé. L'ex-président français, en fonction à l'époque, répond clairement. Elle a eu raison. C'est nous qui voulions gagner du temps pour permettre à l'Ukraine de se rétablir, de renforcer ses moyens militaires. Il est en effet question des accords de Minsk II, signés en février 2015, en présence de François Hollande, Angela Merkel, Petro Poroshenko et Vladimir Poutine. C'est hallucinant. François Hollande reconnaît très explicitement qu'il n'a jamais été question, pour la France et l'Allemagne, de faire respecter les accords de Minsk II. À quoi donc a servi leur présence? Un site internet prend ouvertement fait et cause pour Hollande pour tenter de sauver ce que j'appelle la monstrueuse immoralité révélatrice de la fourberie de ce sioniste pro-nazi en minimisant ses propos. Ce site affirme que l'emploi du pronom personnel « nous » concerne François Hollande et Angela Merkel et non l'OTAN. C'est faux. J'en veux pour preuve la réaction du secrétaire général de l'OTAN, le Norvégien Jens Stoltenberg. L'OTAN a peur. Oui, l'OTAN a vraiment peur de la Russie et nous avons la preuve à travers cette déclaration que vient de faire le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Vous savez, il y a de cela quelques jours, Emmanuel Macron a lancé l'idée selon laquelle il faudrait envoyer des troupes européennes en Ukraine. Vous le savez, on a eu à en parler. Emmanuel Macron ne s'est pas limité là. Il est allé jusqu'à signer un accord de partenariat avec la présidente moldave, la présidente de la Moldavie, pour envoyer des troupes françaises sur le sol de la Moldavie, qui est un territoire voisin à la Russie. Après tous ces actes posés, l'OTAN a eu peur. Et l'OTAN a vraiment peur. C'est pourquoi Jens Stoltenberg, qui est le secrétaire général de l'OTAN, il est sorti de sa réserve. Parce que trop, c'est trop. C'est-à-dire, il ne veut pas qu'à travers les comportements de Emmanuel Macron, que toute l'Europe, tout l'OTAN se retrouve dans un gros problème face à la Russie. Et c'est exactement ce qu'il dit. Je vais vous lire tout à l'heure l'intégralité de ce qu'il a eu à dire. Donc il a peur, la peur est là. Jens Stoltenberg, il ne cache pas ses mots. Alors, que dire de l'OTAN qui a toujours souhaité, n'est-ce pas, une confrontation avec la Russie, qui s'est toujours cru comme étant une organisation forte et puissante, mais qui recule. Nous allons lire ensemble, je vais vous lire tout de suite ce qu'il a dit. Voici en substance ce que Jens Stoltenberg a eu à dire. Nous allons donner ce qu'il a dit en substance, ensuite nous allons revenir pour donner plus de détails, pour lire les autres éléments. Il dit ceci, je parle de Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN. Il dit, l'Alliance n'a pas l'intention d'envoyer ses troupes en Ukraine. L'Alliance, donc l'OTAN, n'a pas l'intention d'envoyer ses troupes en Ukraine. Et il a insisté là-dessus lors d'une interview. Il continue en disant, même si certains pays de l'OTAN envoyaient des contingents en Ukraine, cela affecterait l'ensemble de l'Alliance. Limitons-nous là-bas d'abord. Donc ce que Macron a dit, c'est-à-dire si les autres pays membres de l'OTAN refusent, si la France à elle seule prend la responsabilité sur elle-même et décide d'envoyer des troupes en Ukraine, Jens Stoltenberg dit que cela affecterait, n'est-ce pas, comment on appelle, l'Alliance. C'est-à-dire, même si de façon isolée, la France décide d'envoyer ses troupes, cela va jouer sur l'OTAN. Autrement dit, Jens Stoltenberg ne veut même pas entendre parler de l'envoi des troupes en Ukraine. Que ce soit de façon globale
par l'Alliance, par l'OTAN, ou par un quelconque membre, n'est-ce pas, extrémiste de l'OTAN. Parce que quoi qu'il advienne, cela aurait un impact suffisamment négatif sur l'OTAN. Il est clair que si Macron engage la France, c'est tout le temps qui sera contraint et forcé de suivre. Quelle est la situation? Depuis 10 ans, parce que tout ça a commencé en 2014, la Russie a lancé une guerre d'agression contre l'Ukraine. Nous avons ensuite tout fait pour rétablir la paix. Tout. Les accords de Minsk, les négociations qui sont menées sous l'égide de la France et de l'Allemagne avec l'Ukraine et la Russie. Ici même s'est tenu, dans cette salle, le seul rendez-vous entre le président Zelensky et le président Poutine le 9 décembre 2019. Et la Russie, le régime du Kremlin, une fois encore, a décidé de lui-même, en février 2022, de lancer le deuxième temps de cette offensive, une guerre complète contre l'Ukraine, et pas simplement le Donbass, parce qu'il ne nous dit pas ses limites. Il bombarde Kiev régulièrement, attaque Odessa, etc. Nous avons un objectif. La Russie ne peut pas et ne doit pas gagner cette guerre. Depuis 2 ans, nous avons aidé l'Ukraine. Et si les choses devaient dégénérer, ça ne serait une fois encore que la responsabilité de la Russie. Nous ne sommes pas dans l'escalade, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Simplement, il faut être clair, nous ne devons pas laisser la Russie gagner. Le seul qui en aura la responsabilité, c'est le régime du Kremlin. Ce ne sera pas nous. Jamais nous ne mènerons d'offensive. Jamais nous ne prendrons l'initiative. La France est une force de paix. Simplement, aujourd'hui, pour avoir la paix en Ukraine, il ne faut pas être faible. Et donc, il nous faut lucidement regarder la situation et il nous faut, avec détermination, volonté, courage, dire que nous sommes prêts à mettre les moyens pour atteindre notre objectif qui est que la Russie ne gagne pas. Si la Russie venait à gagner, la vie des Français changerait. De quelle manière? Nous n'aurons plus de sécurité en Europe. Qui peut penser une seule seconde que le président Poutine, qui n'a respecté aucune de ses limites et aucun de ses engagements, s'arrêterait là? En février 2022, pardon, en mars 2022, à Versailles, nous avons décidé un agenda stratégique. L'agenda pour l'autonomie stratégique de l'Europe. On l'appelle encore l'agenda de Versailles. Il vaut encore et nous avons été aux avant-gardes. On a eu le débat sur la possibilité de reconnaître la candidature de l'Ukraine pour rentrer dans l'Union européenne. Il n'y avait pas grand monde. 2 mois après, j'allais en train à Kiev avec le chancelier Scholz, le président du Conseil Draghi, le président de Roumanie, et nous disions tous les 3 avec le président Zelensky que nous étions pour, et nous décidions dans le Conseil suivant que ce serait le cas. Vous ne parlez plus à Poutine depuis combien de temps? Depuis plusieurs mois. Est-ce que c'est pas un handicap de ne plus lui parler? Écoutez, je lui ai parlé à chaque fois que c'était nécessaire. Je lui ai parlé, évidemment, des centaines d'heures avant février 2022, longuement entre février et avril 2022, pour essayer d'arrêter cette guerre et de négocier la paix. Mais à partir du moment où lui-même n'a plus respecté aucun cadre, c'est-à-dire que, contrairement à ce qu'il disait, il ne faisait pas une opération spéciale que nous condamnions déjà et qui n'avait aucun cadre juridique, aucune légitimité, aucune légalité, mais qu'il attaquerait Kiev, qui menait des crimes de guerre dans le nord du pays. La discussion n'avait plus de sens. Les discussions, je suis tout à fait prêt à les mener, à tout moment. Mais encore faut-il qu'on ait face à nous quelqu'un qui dit la vérité et dont l'intention est de faire la paix. Et ça n'est pas le cas aujourd'hui. C'est le président de la Fédération de Russie qui, aujourd'hui, est pris dans une dérive personnelle, répressive et autoritaire dans son pays et qui a fait le choix, ces dernières années, de manière accrue ces derniers mois, d'être une puissance de déstabilisation en Europe, en lançant une guerre dont il a la seule responsabilité. Aussi loin que je suis informé, je n'ai pas le sentiment que Donald Trump soit président des États-Unis d'Amérique. Il y a un risque. Et donc aujourd'hui, il est clair, il n'y a pas un risque, il y a la guerre. Au moment où on se parle, il y a des femmes et des hommes qui meurent en Ukraine par la responsabilité du président Poutine. Ce que je veux vous faire toucher du doigt, depuis le début de notre conversation et au fond depuis une dizaine de jours, et ce que je veux que nos compatriotes comprennent, il n'y a qu'un responsable de la situation dans laquelle nous sommes. C'est le régime du Kremlin. La responsabilité de cette guerre, la responsabilité des coups de boutoir qui sont donnés au front ukrainien,
elle n'est que celle de la Russie. Dans cette affaire, il y a 3 traîtres. Le premier, le juif askénaze sioniste Sarkozy, qui a réintégré la France dans l'OTAN et violé le référendum de 2005. Le deuxième, le juif séfarade sioniste Hollande, qui a menti au président Poutine lors des accords de Minsk. Le troisième, le juif séfarade sioniste pro-nazi Macron, qui veut tout mettre en œuvre pour que la Russie ne gagne pas cette guerre. On connaît aujourd'hui son motif profond. Il voit s'échapper définitivement l'argent découlant de l'exploitation spoliatrice de nos anciennes colonies en Afrique. S'il y a un menteur dans cette affaire, c'est l'hypocrite usurpateur, cocaïnomane, franc-maçon spéculatif, psychosociopathe, mythomégalomane, pédéraste, criminel Macron, et non le président Poutine. Avec des mots simples, on se fait comprendre par le plus grand nombre. On soulève des montagnes. Si cela était encore nécessaire, je rappelle que la seule chose qui peut encore permettre que la France n'entre pas en guerre contre la Fédération de Russie, c'est le fait que je maîtrise totalement et parfaitement l'historique de l'absence de constitution depuis le 4 octobre 1958. En effet, je me répète une énième fois, sans constitution, tous les présidents sont des usurpateurs. Ils n'ont pas qualité, sont illégitimes pour engager la France dans quoi que ce soit. De ce fait, espérant pouvoir enfin informer la communauté internationale, informer l'ONU que l'usurpateur Sarkozy n'était pas légitime pour imposer la réintégration de la France au sein de l'OTAN, pas plus légitime concernant le traité de Lisbonne le 12 décembre 2007, nous assujettissant à l'Union européenne, que l'usurpateur Hollande n'était pas légitime pour intervenir dans les accords de Minsk I et Minsk II, enfin que l'usurpateur fraudeur voleur Macron est illégitime pour conduire la France à la guerre, ce qu'une immense majorité de Français refusent catégoriquement. Il faut savoir que le président Poutine a plus de compassion pour le peuple de France que n'en a l'usurpateur Macron et ses gouvernements, auxquels j'associe les députés et sénateurs qui ont voté pour l'accord de sécurité réciproque entre Macron et l'Ukraine, signé le 16 février 2024. Le jour où les 196 autres pays reconnus par l'ONU seront mis devant le fait accompli, ils ont tous été trompés, de Gaulle à Macron, par une France soi-disant démocratique, en réalité une dictateur franc-maçonne sournoise. Ils ont tous serré la main des 8 usurpateurs, déjeuné avec eux à l'Élysée. La communauté internationale reconnaissant qu'elle a été abusée, l'oligarchie plutocratique française, officiellement politiquement désavouée, mise au banc des nations, la France est Frexit de fait. Son peuple fait parler la rue. Le raz-de-marée emporte la décadente Union européenne à l'agonie, saccagée par les politiciens corrompus. Le 4e pouvoir de Renaissance française est instauré. Je rappelle qu'il est protégé par un copyright. Un tribunal de type Nuremberg est constitué. Sarkozy, Hollande et Macron, leurs gouvernements respectifs associés en leur entier, ainsi que les membres du Parlement qui ont voté pour l'accord de coopération en matière de sécurité entre la France et l'Ukraine, signé le 16 février 2024, tous responsables et coupables de la situation de guerre de la France, seront jugés par un tribunal présidé par le Kremlin. La France doit bien ce geste d'apaisement à la Fédération de Russie. Sinon, pour information, concernant un autre pays ami, en son article 104, alinéa 2, je sais que l'Italie rencontre le même problème constitutionnel depuis le 1er janvier 1958. Pour résumer, si les États-Unis avaient respecté leur part de l'accord de non-extension de l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie, nous ne serions pas, aujourd'hui, au bord d'une nouvelle boucherie mondiale,
au nom d'un dollar qui ne vaut pas plus que son poids en papier, ce qui provoque la faillite de la sulfureuse et pour le moins controversée dynastie des Rothschild, la fin du nouvel ordre mondial. J'envisage de me rendre en Russie en octobre prochain. C'est elle qui préside le sommet des BRICS, plus cette année. Je précise à nouveau ce que signifie l'acronyme BRICS. C'est l'union du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, ces 5 grandes économies émergentes. Et pourquoi le sigle plus? Parce que les BRICS ont intégré l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, excluant la candidature de l'Argentine, dont le président nouvellement élu, M. Javier Milei, a été jugé trop pro-américain. Un indice révélateur. Si les États-Unis ne se remettent pas très rapidement en question, rétrogradent dans leur escalade mortifère, ne font pas leur mea culpa, ne balayent pas devant leur porte, c'est fini pour eux.